Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salaman, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Bonjour, bonsoir l'Afrique, on est là pour vous donner de l'actualité sportive qui a touché notre cher continent pendant cette semaine. L'Afrique a été un territoire sportif et l'Afrique est le représentant de tous les sports qui ont gardé leur spontanéité au niveau mondial. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre émission spéciale Afrique, votre émission spéciale football, football féminin, football masculin, les qualifications des Jeux Olympiques 2024 pour les filles qui vont représenter notre cher continent dans la capitale Paris. Aussi, on parlera du futsal, le championnat d'Afrique du futsal, le futsal qui va représenter l'Afrique en Coupe du Monde. Comme vous le savez, ce championnat d'Afrique, il est qualificatif pour le championnat du monde qui sera le 14 décembre prochain jusqu'au 6 octobre prochain. Il sera en Ouzbékistan, il sera en Asie. On aura aussi un virage en Guinée, dans la terre guinéenne, la terre qui a fait naître les Kaba Diawara, les Bangoura, les Titi Camara. On reviendra sur la possibilité de la qualification du Sili olympique pour les JO de Paris 2024. Mais aussi on parlera du football guinéen en général et quelles sont les actualités du championnat guinéen, parce que le championnat guinéen, il est très important, championnat très relevé, avec le Oya Conakry, le Hafia Conakry, des équipes qui ont montré, on va dire, de la grande qualité footballistique, parce que la Guinée, comme vous le savez, c'est une terre footballistique. Mais par galanterie, on débute avec le football féminin, mes sœurs africaines. On va vous servir du football féminin, les qualifications des Jeux Olympiques Paris 2024, où l'Afrique est sortie avec, on va dire, deux représentants. On va dire l'Afrique, deux représentants qui vont donner la possibilité à notre cher continent de montrer les qualités de nos sœurs africaines dans les terrains de football. Le Nigeria qualifié, mais extrémement, on va dire, contre l'Afrique du Sud. Une équipe des Bafana, les Sud-Africaines, ont pas démérité. La chance, on va dire, la chance du football n'a pas tourné pour les Sud-Africaines, mais les Zambiennes ont battu les Marocaines avec l'art et la manière et sur le score de 2-0. Et les Zambiennes se sont qualifiés. Donc, faut dire, dans leur histoire, c'est notre grade pour le football zambien. Pour plus de détails, on va avoir avec nous notre expert, notre ami Assil Tofaili, expert du football féminin international, qui va nous parler de ses qualifications, comment elle a vu ses qualifications, comment elle a vu comment l'Afrique a montré. Bonjour Assil, un mot sur ces qualifications des JO Paris 2024 pour l'Afrique. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. C'est un plaisir pour moi de toujours échanger et de parler avec toi de football féminin. Donc, je te remercie encore une fois pour cette opportunité, cette invitation. C'était la semaine de la FIFA Window avec, comme on l'attendait, les deux dernières places pour les JO et le tournoi de football féminin. On les attendait. Il y avait deux équipes encore qui devaient partir chercher leurs billets. Et c'était deux équipes africaines. Donc, on en avait parlé pendant plusieurs émissions. Les deux matchs, c'était le Maroc contre la Zambie et le Nigeria contre l'Afrique du Sud. Moi, j'avais bien vu que c'est le Nigeria et le Maroc qui vont chercher leur billets. Le Nigeria, c'était un peu clair contre l'Afrique du Sud, qu'il y avait un peu cet avantage d'expérience, cet avantage du fait d'avoir des joueuses qui jouent dans les championnats européens, mais surtout aux États-Unis.
Et c'était un match fermé. J'ai pu regarder le match retour. C'était un match fermé. Il y avait beaucoup de contacts physiques, beaucoup d'efforts répétés. Donc c'était pas facile. C'était un peu un match typique de foot africain qu'on connaît bien et qu'on aime bien. Et c'était vraiment ce but unique marqué au match aller qui a donné l'avantage au Nigeria. Elles reviennent à la compétition pour la première fois depuis les JO de 2008 à Pékin en Chine. Donc c'était pour le Nigeria vraiment une qualification très importante, et même pas d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue un peu émotionnel ou mental. Là, elles vont pouvoir bénéficier du fait qu'elles ont les joueuses comme Michelle Alozie ou comme Azizat Oshwala qui jouent dans le championnat américain. Donc c'est beau à voir. Elles sont dans le groupe C, qui est un peu un groupe compliqué, avec l'Espagne, le Japon et le Brésil. Mais avant de parler de là-dessus, je vais parler aussi du match de la Zambie et du Maroc. Assil, on aimerait bien savoir, est-ce que toi tu penses que le continent africain aura une médaille pendant ces Jeux Olympiques? Est-ce que tu penses que l'Afrique aura une médaille en or, en argent ou en bronze? Et quels sont, on va dire les pronostics que tu as sur cette compétition? Dans le foot, on est toujours subjectif, on n'est jamais objectif. Même si il y a deux équipes qu'on ne connaît pas vraiment, on finit toujours par supporter une équipe plus que l'autre ou souhaiter que cette équipe gagne plus que l'autre. Donc moi, logiquement, j'étais pour le Maroc. J'avais vraiment envie, après cette Coupe du Monde, de voir une autre équipe, ou bien voir encore une fois une équipe arabe partir loin et partir chercher une qualification historique. Le Maroc, c'est un peu le miroir, ou on va dire la fenêtre du football arabe au monde, d'un point de vue du foot féminin. Les autres pays arabes sont en retard, donc c'est vraiment le Maroc qui a les moyens de partir chercher cette visibilité internationale. Pour les deux matchs du Maroc, j'ai pu regarder les deux matchs. Le premier match, j'ai beaucoup apprécié. J'avais vraiment envie de regarder le match pour voir l'impact du nouveau entraîneur qui est Jorge Vilda, qui est le champion du monde avec l'Espagne, même si je l'aime pas trop d'un point de vue personnel, mais surtout après tout ce qui s'est passé avec Luis Rubiales, mais je savais qu'il avait quelque chose à offrir aux joueuses espagnoles, aux joueuses marocaines, surtout qu'il y a plusieurs joueuses qui jouent dans les championnats français, espagnols, anglais, etc., etc. Le premier match, c'était bien, c'était plus ou moins équilibré, et le Maroc a réussi à partir chercher cette victoire. Donc, tu penses que t'es revenu au Maroc avec une victoire dans la terre de la Zambie devant plus que 45 000 personnes. Tu penses que chez toi, au Maroc, ça doit le faire. Et au final, la première mi-temps, c'était horrible. C'était compliqué pour le Maroc. Les joueuses n'arrivaient pas à un peu forcer leur tempo, on va dire. C'était Barbara Banda, en fait, qui a donné l'avantage à la Zambie. Tu peux pas laisser Barbara Banda toute seule. Elle va te tuer d'une seule opportunité. La deuxième mi-temps, c'était l'inverse. C'était le Maroc qui a dominé, mais dans le foot, si tu marques pas, tu vas concéder. Et en fait, elles n'ont pas réussi à marquer leur occasion. Elles ont créé plus que 10, 15 occasions. Des fois, les joueuses se retrouvaient seules devant la gardienne et le tir n'était même pas cadré. Et quand tu joues au haut niveau et tu pars chercher une qualification à des JO, tu ne peux pas montrer une telle faiblesse devant le but. Après, on sait pas, peut-être c'est le stress, peut-être c'est juste la chance, il y a beaucoup de facteurs, mais c'était un peu décevant. On voyait que les supporters présents cette soirée étaient déçus. C'était un peu à la portée du Maroc, surtout après le premier match, le match aller en Zambie. Pour répondre à ta question concernant si l'Afrique réussira à prendre une médaille lors des JO, pour être honnête, ça serait vraiment compliqué. Déjà, avec 12 équipes sur 3 groupes, ça veut dire que les équipes sont toutes de très haut niveau. Et si on regarde le groupe B, il y a les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie et la Zambie. Donc c'est un groupe de malades. Si la Zambie réussit à se qualifier dans tel groupe, c'est déjà excellent.
Et le Nigeria, comme je l'ai dit au tout début, elle est avec les champions du monde d'Espagne, championne du monde 2011, le Japon, et le Brésil. Et on sait bien que récemment, le Brésil a eu cette nouvelle génération, donc ça s'améliore d'un point de vue tactique, on va dire. Donc, est-ce que l'Afrique réussira à gagner une médaille durant ces JO? Je ne pense vraiment pas. Je pense que, à mon avis, la médaille d'or restera en Europe, à 90% avec l'Espagne, mais il y aura toujours cette probabilité d'avoir la France qui va bénéficier du facteur d'être le pays hôte. Il y aura les États-Unis avec Emma Hayes, mais je vais laisser tous ces sujets pour après, car je sais qu'on pourra en discuter lors des JO. Je vais rester ici, comme t'as pu remarquer, et les auditeurs peuvent remarquer, quand ça concerne le foot féminin, je peux parler pendant des heures et des heures. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais te remercier encore une fois, Walid, de permettre un peu à ce foot féminin d'avoir cette visibilité et cet espace pour en parler, car au final, la clé pour la réussite du foot féminin, c'est vraiment cette médiatisation. Le foot masculin a bénéficié pendant des années de médiatisation, et c'est pour cela que maintenant les joueurs sont connus mondialement. Le foot féminin a encore besoin d'avoir cette visibilité médiatique. Je te remercie encore une fois, je salue tous les auditeurs de Africa FM et surtout la communauté libanaise. Merci Assil Tofeili, merci Assil pour tes analyses, merci à Assil pour ton coup d'œil dans le sport féminin, dans le football féminin. Pour vous rappeler, nos amis, Assil Tofeili, expert du football féminin, ex-internationale libanaise, mais elle suit beaucoup le championnat d'Afrique. Vous l'avez entendu sur nos ondes, elle a expliqué qu'elle a vu quasiment tous les matchs. Elle aime l'Afrique et l'Afrique elle aime. Merci Assil, et je souhaite bonne chance aux deux représentants africains, les Nigériennes et les Zambiennes, au JO de Paris 2024. On enchaîne avec le football en Guinée. Dernièrement, la Guinée a eu une valse, un changement à la tête de l'équipe olympique où Kaba Diawara, l'entraîneur qui a drivé l'équipe A pendant la CAN de Côte d'Ivoire, a été chargé de préparer cette équipe olympique qui va jouer un représentant asiatique et de l'Océanie pour espérer avoir cette 4e place qualificative pour les JO de Paris 2024. Direction de la Guinée, on va avec nous notre ami Mohamed Sissé pour nous parler de ça. Bonjour Mohamed, quelles sont, on va dire, les raisons de la mise à l'écart de Omar Laïf de la tête de l'équipe olympique? Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs de la radio Africa FM. Alors, les raisons, je pense que les raisons ont évidemment été évoquées dans le communiqué de la Fédération guinéenne de football. La Fédération explique que cette mise à l'écart de Morley Cissé parce que tout simplement Kaba arrive avec 9 nouveaux joueurs qui vont intégrer l'équipe nationale espoir de Guinée pour la première fois, même si ces joueurs-là connaissent aujourd'hui l'équipe senior et tout, mais ils seront à leur première avec l'équipe espoir. Donc ils ont estimé que puisque Kaba tous ces 9 joueurs-là étaient à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, selon le communiqué de la Fédération guinéenne de football. Donc ils estimaient que Kaba était mieux indiqué afin de pouvoir diriger ce groupe et relever ce défi qui attend surtout tout un pays, parce que ça fait trop longtemps, depuis 1968, on s'est jamais qualifié aux Jeux Olympiques. Voilà, cette disette-là, la Fédération envisage de pouvoir la dépasser et tout. Donc voilà, pour le faire, ils ont réitéré leur confiance à Kaba Diawara en mettant de côté Morley Cissé. Mais quand même, la décision est
diversement apprécié au pays parce que beaucoup estimaient que Morlaï était l'homme qu'il faut à la tête de cette sélection parce que il y a un peu plus de 8 mois en arrière, les Guinéens ne parlaient plus de cette sélection-là. Donc il a fallu que Morlaï prenne cette sélection et puis aller jouer beaucoup de matchs amicaux en préparation ici au pays, tantôt au Maroc et tout ça là. Après ça, on s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations U23 dans une poule où il y avait le Ghana et qui, après les barrages, on a éliminé le Nigeria pour se qualifier à cette compétition-là. Morlaï a réussi cet immense exploit. Il a qualifié le pays pour la première fois de l'histoire de l'équipe nationale espoir à disputer une Coupe d'Afrique des Nations de sa génération. Le pays, on s'est qualifié, on est allé, on a disputé pour la première fois et puis on a été éliminé, battu s'il faut lors de la petite finale par le Mali et tout ça. Donc puisqu'il a réussi quelque chose que personne n'aurait imaginé. Donc les yeux finalement se sont retrouvés rivés sur cette autre catégorie de l'équipe nationale. C'est quand même dommage qu'on puisse lui mettre à l'écart de cette sélection-là, et pour la simple raison parce qu'il y aurait des nouveaux joueurs qui vont intégrer le groupe de cette équipe. Après, on estime que Kaba serait le mieux indiqué pour pouvoir diriger la sélection. En ce qui reste clair, la décision quand même n'est pas quand même bien appréciée au pays. Beaucoup estimaient que Morlaï a été victime d'un manque de respect de la part des nouvelles autorités de la Fédération guinéenne de football. Mohamed, la nomination de Kaba Diawara, est-ce que c'est une bonne idée ou c'est une bonne chose selon toi, l'expert du football guinéen? Bon, la nomination de Kaba est une bonne chose. Je pense que ça va être compliqué. D'abord, s'il réussit, on peut dire tout simplement que ça a été une bonne chose. Et si le contraire, ce que je ne souhaite pas, venait à se produire, on va dire tout simplement que c'est feu de paille en fait, parce que là, il prend une sélection. C'est vrai, les 9 joueurs qu'il nous parle, il les connaît et tout, mais les autres joueurs, qu'est-ce qu'on fera de ces autres joueurs-là et tout après? Donc c'est un peu cela. C'est un poste en fait c'est un couteau à double tranchant pour Kaba Diawara. Soit il réussit, soit il réussit à faire qualifier la Guinée aux prochains Jeux Olympiques prévus à Paris, ou pour la première fois d'ailleurs après 1968, ou encore il échoue, il continue à faire encore comme il a l'habitude de se faire flinguer dans les médias et tout ça là. Donc voilà, c'est compliqué. Et je ne dirais non plus que c'est une bonne chose pour cette catégorie-là. Mohamed, réellement, quelles sont les chances du Sili olympique et de la Guinée pour une future, on va dire, pour représentation et qualification pour les JO de Paris 2024? Parlant des chances, je pense que le moment n'est pas idéal, n'est pas propice pour évaluer un tout petit peu les chances de la Guinée pour se qualifier de ces Jeux Olympiques, parce que jusqu'à date, on ne connaît pas quel est l'adversaire de la Guinée pour le barrage. Ce qui reste clair quand même, on va jouer contre une nation asiatique et qui va jouer la Coupe d'Asie et tout ça là. Donc voilà, l'adversaire de la sélection guinéenne sera déterminé à l'issue de ces barrages-là et tout, mais pour le moment, on peut pas dire que la Guinée a des chances comme cela et tout ça là. On peut pas se mettre à citer et tout ça là pour après demain le contraire se reproduire sur le terrain et tout. Mais ce qui reste quand même clair, on a un très bon groupe qui s'est familiarisé depuis maintenant 2 ans, qui joue des matchs amicaux ensemble contre des clubs, contre des équipes nationales des autres pays et tout. Mais ce qui reste clair, on a des améliorations à faire avant ces matchs de barrage et tout. J'espère qu'on va pouvoir les faire et puis décrocher surtout cette autre place, cette dernière place afin de se qualifier aux Jeux Olympiques de série football notamment. Après, ça serait quand même tout bénef et l'exploit reviendrait à celui surtout à qui le mérite. Mohamed, on aimerait bien
bien que tu nous fais une analyse complète sur le championnat guinéen. Nous, on suit beaucoup le championnat guinéen. Est-ce que tu peux nous dire ou nous donner une analyse complète sur ce championnat guinéen, comment tu le vois? Le championnat national de Ligue 1 guinéenne se poursuit dans la plus belle effervescence entre les clubs, contrairement aux années que nous avions connues où déjà après les 10 journées on connaît celui qui va être champion de Guinée et tout, mais ces dernières années quand même le niveau du championnat est vraiment relevé et c'est même difficile de pouvoir connaître réellement qui va être qui dans le championnat et tout, donc c'est ce qui pose problème. Mais aujourd'hui par exemple il y a Louba qui s'est fait saborder par la belle formation de la Flamme Olympique qui a enregistré son 2e succès du championnat après 5 mois et quelques. Après donc tout cela, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de choses, mais ce qui reste clair, le titre est loin d'être joué parce que vous avez le Rafia qui occupe la première place avec 22 points et derrière il y a le CIK qui doit avoir 21 ou 20 points, donc ne serait-ce qu'avec ça va être archi compliqué pour en tout cas les organisateurs et tout, afin de savoir réellement est-ce que Bafodé ou Guirassy est le meilleur soit en fait de qui que ce soit, mais quand même ce qui reste clair, ça va être compliqué de pouvoir identifier le championnat maintenant dans le Ligue 1 parce que la saison dernière on avait le Rafia qui a réussi à déjouer les plans du Horea AC. Cette année aussi il y a le club est déjà là et j'espère que les choses vont se passer de manière merveilleuse pour lui. Mohamed, on sait que le meilleur buteur africain actuellement c'est Guirassy, l'international guinéen. J'ai entendu on parle d'un futur transfert, des grandes équipes qui s'intéressent à lui. Est-ce que tu penses que Guirassy, quel est son futur transfert? Est-ce que tu penses que il va bouger? Oh, les échos, en fait, je pense que les échos balancent en faveur de Serhou Guirassy parce qu'actuellement, il y a pas 62 dans les 6 grands championnats d'Europe et tout. Il y a absolument pas 62 et tout. Et voilà. Et là, le pays, je sais pas comment mais ce qui reste clair quand même, il peut bouger, mais voilà, qu'il continue en tout cas d'empiler les buts. Ça peut aussi faire croître s'il faut ses chiffres, ça peut lui aider et tout ça là. Donc voilà, devoir bouger après la saison, c'est ce qui me préoccupe un tout petit peu. Est-ce quand il bouge ici, performance qu'il est en train de rééditer, il va pouvoir le faire, ou est-ce que c'est à cause d'un projet très solide à cause duquel il veut quitter son avenir. Donc voilà. Mohamed, j'ai entendu le Real de Madrid, le Bayern Munich, tous les grands ténors africains qui s'intéressent à notre frère Guirassy, le Guinéen. Quels sont les échos? Je sais que toi, tu es proche de la sélection et proche, on va dire, des cercles des joueurs. Quels sont, on va dire, les échos? Non, pour le moment, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que c'était un peu chaud autour de lui. Beaucoup disaient que, ouais, ce Bayern voulait de lui et tout ça là. Il a quand même été annoncé dans pas mal de clubs et tout, mais après, les rumeurs restent les rumeurs, surtout quand la période de fenêtre de transfert s'approche là et tout. Mais, ce qui reste clair, si, par exemple, parce que tout dépendra de ce que Stuttgart va réussir le match prochain après, et donc mais quand même ce qui reste clair, journée après journée, Guirassy continue de confirmer et continue d'accroître surtout ses penches chez ceux qui veulent de lui après. Donc voilà, lui n'est pas focus à ce genre de choses là, il est beaucoup plus combatif. Mohamed, on te remercie de ta gentillesse et ta bienveillance pour Ifriqiya FM. Je te remercie, comme toute l'équipe de Ifriqiya FM, soit l'équipe rédactionnelle ou l'équipe technique, on te remercie de ta disponibilité. Mais
tu sais qu'on nous on a Ifriqiya FM, on a cet espace de liberté. On te laisse le dernier mot. Merci à tous les millions d'auditeurs de la radio Ifriqiya. Ça fait un plaisir très immense pour moi, Mohamed Cissé, journaliste sportif guinéen. Donc ça a été un plaisir immense pour nous. J'espère que vous allez continuer à gagner les restants de la saison. Merci beaucoup. Merci Mohamed Cissé. Mohamed Cissé, il était avec nous en direct de Conakry, la capitale guinéenne. Mohamed Cissé, journaliste et expert du football guinéen, il est toujours présent avec nous. Ses expertises et ses analyses ils ont fait un écho énorme sur Ifriqiya FM. On te remercie. On souhaite, on va dire, une bonne continuation pour ce que tu rapportes, ce que tu fais pour la jeunesse et le sport guinéen. On enchaîne avec le foot en salle. Comme vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations de futsal, elle se passe actuellement. La Coupe d'Afrique des Nations, elle est qualificative pour le championnat du monde qui sera en mois de septembre où l'Ouzbékistan accueillera ces championnats du monde. L'Afrique, elle est représentative. Comme vous le savez, maintenant, tous les tournois se passent. Le tournoi CONCACAF en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Il y a aussi le tournoi européen, le championnat d'Europe du futsal. Et l'Afrique, elle est en train aussi de favoriser le futsal. On aime bien le futsal, on aime bien le beach soccer. Et à Ifriqiya FM, on met à l'honneur tous les sports africains. Aujourd'hui, comme vous le savez, 2 matchs importants pour savoir quels sont les qualifiés. L'Angola, les Lusitano-Angolais vont jouer les Black Stars du Ghana. Et la Zambie va affronter le Maroc. On souhaite bonne chance à l'Angola, au Ghana et à la Zambie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre magazine consacré à l'actualité du sport africain.